Adrian Levin, de son nom de scène Adrian Shelley, est née le 24 juin 1966 de Sheldon Levin et Helen Langbaum. Elle a grandi à Long Island avec ses deux frères Jeff et Mark. Adrian a été initiée à la scène dès ses 10 ans. Son premier spectacle était la comédie musicale Annie lorsqu'elle était étudiante au Jericho High School à New York. Elle est ensuite allée à l'université de Boston où elle s'est spécialisée dans la production cinématographique, mais elle a abandonné l'université après sa première année et a déménagé à Manhattan, à Greenwich Village. Au moment des faits, en 2006, elle a 40 ans, elle vit à West Village, à Manhattan, avec son mari Andy Ostroy et sa fille Sophie, qui elle est alors âgée de seulement 2 ans. Son mari l'a décrite comme une femme gentille, une femme chaleureuse, elle est aimante, elle est généreuse, elle est intelligente, elle est drôle, avec un grand sourire et un rire contagieux. Dans le monde du travail, elle est décrite et perçue comme une femme très talentueuse, mais aussi honnête et avec beaucoup d'assurance. De 1989 à 2006, elle a tenu plusieurs rôles, que ce soit dans des pièces de théâtre, dans des films ou dans des émissions de télévision. En tout, elle a joué dans une bonne vingtaine de productions. Elle a d'abord été reconnue dans Unbelievable Truth en 1989, puis dans Trust en 1990, et en 2005, elle a été présentée dans le film Factotum. Et c'est au fil des années qu'elle s'est développée, qu'elle est devenue plus indépendante, elle a monté sa propre compagnie de théâtre, elle a commencé à écrire ses propres pièces, écrire et réaliser ses propres films. En 1999, par exemple, elle a écrit et réalisé I'll Take You There, film dans lequel elle est d'ailleurs aussi apparue. Et en 2004, elle a commencé à écrire le film Waitress lorsqu'elle était enceinte de sa fille Sophie. Et c'est peu avant sa mort, en 2006, qu'elle a réalisé et joué dans ce film et elle a tout fait dans la production jusqu'à participer aux costumes et au décor. Et sa fille Sophie fait aussi une brève apparition à la fin du film. Waitress dépeint en fait la vie d'une pâtissière professionnelle qui passe le plus clair de son temps à trouver un moyen d'échapper à son mariage malheureux et à son mari violent. Et ce film est celui qui aurait pu littéralement changer sa carrière, la faire davantage décoller, lui faire un nom à Hollywood. Car ce film a été présenté en première au Festival du film de Sundance en 2007, puis il a été adapté en comédie musicale et a depuis connu un énorme succès à l'international. Ce film a remporté 5 prix de cinéma et de nombreuses distinctions. Sa production musicale a eu des milliers de représentations dans le monde. Il y a eu des tournées dans le monde entier. Il a généré des millions de dollars. Mais malheureusement, elle est décédée avant de voir ce grand succès. C'est le mercredi 1er novembre 2006, vers 17h45, qu'Adrienne est retrouvée morte par son mari dans l'immeuble d'Abingdon Square où elle loue un logement qui lui sert de bureau de travail. Ce jour-là, son mari l'a déposée à cet appartement à 9h30 et après ça, il n'a plus reçu aucune nouvelle d'Adrienne de la journée, plus aucun contact. C'était étrange. En fin de journée, il est retourné alors à l'appartement. À 17h45, il pénètre donc dans l'immeuble. Il monte jusqu'à l'appartement qui est au 4e étage et il trouve la porte déverrouillée. C'est bizarre. Puis il rentre et c'est là qu'il retrouve sa femme morte. Elle a été retrouvée pendue dans la salle de bain, dans la baignoire. Un drap était noué autour de son cou et pendait à la tringle du rideau de douche. La police, elle, est aussitôt intervenue sur les lieux et a rapidement suspecté un suicide comme elle était pendue. L'autopsie qui a eu lieu le lendemain du drame a conclu qu'elle était décédée des suites d'une compression du cou et a donc rejoint la thèse du suicide. Mais malgré cette conclusion, la porte avait quand même été retrouvée déverrouillée et de l'argent avait disparu aussi de son portefeuille. Et son mari, les membres de la famille et ses amis ne pensaient pas une seule seconde qu'Adrienne ait pu se suicider. Ce n'était pas possible. Sa carrière dans le cinéma était florissante, c'était une mère dévouée pour sa fille de 2 ans, elle ne l'aurait jamais abandonnée. Elle était heureuse dans sa vie personnelle mais aussi professionnelle, il n'y avait aucun signe de dépression. Ses proches ont alors insisté sur le fait qu'elle ne se serait pas suicidée. C'était improbable.
Du coup, grâce aux doutes et aux protestations de son mari, les enquêteurs ont procédé à un réexamen plus approfondi de la salle de bain. Ils ont alors remarqué quelque chose qu'ils n'avaient pas relevé lors de la première fouille. Ils ont été particulièrement troublés par une empreinte de basket parfaitement conservée, trouvée dans de la poussière dans la salle de bain près du corps d'Adrienne. Ils ont alors examiné les chaussures de toutes les personnes qui étaient entrées dans l'appartement, donc les chaussures des policiers, les chaussures des secouristes, mais ils n'ont trouvé aucune correspondance. À qui appartenait cette empreinte? Elle n'appartenait donc pas aux policiers, ni aux secouristes, ni à Adrienne, ni à son mari, à personne en fait. Mais il s'agissait malgré tout là de la preuve qu'il y avait bien eu la présence d'une tierce personne dans l'appartement. Les enquêteurs ont ensuite commencé à fouiller le reste de l'immeuble et ont constaté que des travaux de rénovation étaient en cours dans certains appartements. Il y a donc eu des intervenants extérieurs qui étaient aussi présents dans l'immeuble au moment du drame. Et d'ailleurs, la poussière de ces travaux correspondait à la poussière retrouvée sur l'empreinte de chaussures. Ils ont alors décidé de chercher à faire correspondre l'empreinte retrouvée dans la salle de bain d'Adrienne à celle trouvée sur le site de travaux de rénovation du bâtiment. Et cette empreinte correspondait bien à un ouvrier qui travaillait dans le bâtiment. La même empreinte, la même chaussure. Il ne manquait donc plus qu'à retrouver et à interroger l'ouvrier en question. Le lundi 6 novembre 2006, c'est-à-dire près d'une semaine après le drame, Diego Pilco a été arrêté et emmené au commissariat. Qui est ce Diego Pilco? Alors tout d'abord, Diego est donc un ouvrier qui travaillait dans l'immeuble d'Adrienne lors de sa mort. C'est un jeune homme de 19 ans, il est né en 1987 et il est originaire d'Équateur. Et il est aux États-Unis en situation irrégulière. Il est sans papier et il est arrivé dans la ville à peine quelques mois plus tôt, en juillet. Il avait payé 12 000 $ pour s'introduire clandestinement sur le sol américain et apparemment il devait encore de l'argent sur ces 12 000 $ au moment des faits. Il vivait avec son cousin au sous-sol d'un appartement qui appartenait à son employeur. Et il occupait divers petits boulots et avec ces petits boulots, il envoyait de l'argent chez lui, à sa mère et à son père en Équateur. Les voisins disaient de lui qu'il était un bon garçon, qu'il était travailleur, toujours respectueux et qu'il ne dérangeait jamais personne. En tout cas, au commissariat, il est rapidement passé aux aveux en avouant être l'auteur du meurtre d'Adrienne Shelly. Ce n'était donc pas un suicide, mais bien un crime, et il a avoué avoir organisé un faux suicide en la pendant. Et d'après les articles de presse, il a déclaré que ce jour-là, il passait une mauvaise journée. Dans des aveux enregistrés, Diego Pilco a alors raconté ce qui s'était passé ce jour-là. Selon sa déclaration, le 1er novembre 2006, Adrienne s'était plainte du bruit des travaux auprès des ouvriers. Diego étant frustré de ces remontrances, il lui aurait lancé un marteau. Craignant qu'elle ne dépose ensuite une plainte, normal, il a quand même tenté de lui lancer un marteau, il a eu peur que cette plainte entraîne son expulsion et son retour en Équateur. Il l'avait alors suivi et l'avait rattrapé à la porte de son appartement. Adrienne l'avait alors repoussé en le giflant et lui l'a riposté en la frappant aussi au visage. Et c'est là qu'elle est tombée au sol et qu'elle s'est cognée la tête. Malheureusement, à ce moment-là, Adrienne était alors inconsciente et Diego pensait alors qu'il l'avait tuée. Du coup, pour dissimuler ses traces, il l'a pendue pour faire croire qu'il s'agissait d'un suicide. Donc voici la version des faits de Diego Pilco. Mais cette version des événements n'a pas été prise en compte par les enquêteurs. Pour eux, ils mentaient. Notamment par le fait qu'Adrienne n'avait pas de poussière sur ses chaussures. Si elle était vraiment allée sur le chantier demander que les ouvriers fassent moins de bruit, elle aurait eu également tout au moins un peu de poussière. Mais malgré les doutes des enquêteurs, Diego Pilco s'en est tenu à sa version. Mais dans tous les cas, il a reconnu être l'auteur du crime d'Adrienne Shelly, donc il devait maintenant faire face à la justice. Son procès a eu lieu 2 ans plus tard, en 2008. Et lors de son procès, Diego Pilco a donné un récit complètement différent de celui qu'il avait fourni 2 ans plus tôt. Lors de sa nouvelle déclaration, qui cette fois est d'ailleurs plus plausible d'être la vraie version des faits, il déclara qu'Adrienne ne s'était pas plainte du tout du bruit. En réalité, il s'était introduit dans son appartement pour voler son sac à main, pour lui voler de l'argent. Adrienne était ensuite arrivée dans son appartement, l'avait surpris et l'avait alors menacé d'appeler la police. Il lui avait aussitôt arraché le téléphone des mains et lui avait ensuite couvert la bouche pour l'empêcher de crier. C'était alors suivi une lutte entre Diego et Adrienne à un moment elle a chuté et elle a perdu connaissance.
Diego Pilco avait alors décidé de prendre un drap et de l'enrouler autour de son cou pour l'étrangler. Il a ensuite traîné son corps jusqu'à la salle de bain où il l'a suspendu à la tringle de la douche pour que sa mort ressemble donc à un suicide. Voici la véritable version. Il a tué parce qu'il a voulu la voler, il cherchait de l'argent, Adrienne l'a surprise et en a malheureusement payé le prix. Par contre, d'après le médecin légiste, elle est encore en vie. Quand elle a perdu connaissance suite à la lutte, si elle est morte, c'est bien à cause de la mise en scène du suicide. C'est-à-dire que s'il l'avait laissée comme ça, à terre, inconsciente après la lutte et qu'il serait parti comme ça, elle serait encore en vie aujourd'hui. À la fin de son procès, le 6 mars 2008, Diego Pilco a plaidé coupable pour homicide involontaire et a été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Il a été condamné en fait pour homicide involontaire et non volontaire, car d'après les articles, d'après ce que j'ai compris, s'il s'en était tenu à ses premiers aveux, il y aurait eu une possibilité que le jury lui donne une peine beaucoup plus légère, car les premiers faits avaient été décrits comme étant apparemment un accident, alors que là, il risquait une peine de 25 ans à perpétuité. Mais bon, pour moi, sa première version reste quand même un homicide volontaire. C'est volontairement qu'il lui a lancé un marteau, c'est volontairement qu'il l'a suivi et attaqué. En tout cas, il passera 25 ans derrière les barreaux et il est prévu qu'il soit expulsé vers l'Équateur dès sa sortie de prison. Après cette affaire, le mari d'Adrienne a ensuite poursuivi l'entreprise Bradford General Contractors, l'entreprise qui avait engagé Diego Pilco. La plainte stipulait en fait qu'Adrienne serait encore en vie si l'entreprise ne l'avait pas embauchée, car apparemment cette entreprise embauchait principalement des personnes sans papier. Mais en juillet 2011, le procès a été rejeté. Le tribunal a en fait déterminé qu'il n'y avait pas de motif juridique suffisant pour tenir l'entreprise responsable du crime de Diego Pilco. Selon le tribunal, rien n'indiquait pour l'entreprise que c'était une personne dangereuse. Par la suite, le mari d'Adrienne a créé la fondation Adrienne Shelly qui attribue des bourses, des subventions de production, des fonds de finition et des allocations de subsistance aux femmes artistes. Il a également créé le Adrienne Shelly Garden à Abingdon Square Park qui est un jardin situé face au bâtiment où elle a été tuée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'attends comme d'habitude vos retours et commentaires sur cette affaire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner pour d'autres affaires criminelles, ça me fait toujours énormément plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.